2012. Et aujourd'hui, en 2024, ça fait 12 ans. Et on continue d'attendre, j'espère que MVD puisse fonctionner de façon optimale pour produire l'énergie dont les Camerounais ont besoin. Le président de la République faisait le constat en 2012 qu'il y a des délestages. 12 ans après, on continue de remarquer qu'il y a des délestages au Cameroun. Ça s'est accentué. Vous avez ça. Est-ce qu'il n'y a pas, j'ai failli reprendre l'expression du professeur Yamdi, est-ce qu'il n'y a pas un coup d'état scientifique? Duval, vous permettrez que je revienne sur le sujet précédent, parce qu'il y a des choses qui ont été dites sur lesquelles je souhaite... En 45 secondes. Première chose, Christian Massouma prétend que j'aurais appelé au coup d'État sur ce plateau. Je voudrais lui rappeler, ainsi qu'à tous ceux qui nous écoutent, que Maurice Kamto a porté plainte. Et en attendant le verdict d'un tribunal, cette allégation n'a jamais eu lieu. Donc, je considère que c'est un accident de langage. Non, pas du tout. Si d'aventure, ces propos étaient repris par lui ou par un autre responsable du MRC, je serais dans l'obligation d'attraire cet individu devant les tribunaux. Ça, c'est la première chose. Non, vous ne pouvez pas me menacer ici sur le plateau. Je dis que votre propos était un appel à l'insurrection armée en cas de victoire de Je ne vous menace MRC. pas, je vous préviens simplement. Il faut être prudent quand une affaire est pendante devant les tribunaux. Je crois qu'il y a un juriste à côté. Oui, mais il moi, faut je rester suis prudent. pas- Et vous ne vous prononcez pas. Vous La ne vous procédure est en cours. là-dessus. Elle ne fasse pas les faits. Elle ne fasse pas les faits. Il n'y a aucun fait. S'il vous plaît, je vous en prie, je voudrais préciser juste. Patrick, je crois qu'on n'a pas besoin de revenir là-dessus parce que cette émission est sur les plateformes numériques. Tout à fait. Donc on peut regarder et savoir exactement. Donc c'est pas nécessaire de revenir Je dis là-dessus. qu'il n'y a aucun fait. Les faits sont établis par les tribunaux. Ce ne sont pas les allégations qui établissent les faits. L'interprétation de Maurice Kamto est une interprétation lunaire. Ça lui tombe toujours comme un cheveu dans la soupe. C'est ça le principe. Deuxième chose, pour sortir de ce sujet, j'ai entendu Aristide essayer de sauver le MRC des accusations de suprémacisme. Mais moi, je suis désolé. On a entendu des hauts responsables du MRC prétendre que c'est leur tour de prendre le pouvoir. Ils ne parlaient pas du MRC. Donc il faut être sérieux. Le fait est qu'effectivement, il y a des partis qui ont une base qui est une base ethnique. Mais ça n'a rien à voir avec le suprémacisme. Quand vous dites que vous voulez prendre le pouvoir pour une communauté, effectivement, on est dans une aventure suprémaciste. C'est différent, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il est... Au sein du management du MRC. Au sein du management du MRC. Albert Zonga. Non, c'est faux. Ah bon, c'est faux. Et même sur ce plateau, je rappelle que même sur ce plateau, il y a un responsable proche du MRC qui a tenu des propos similaires. Qui a dit quoi exactement? Voilà. Puisque vous avez ce plateau, il faut que ça qu'est-ce qu'il a dit? S'il vous plaît, non, Aristide, s'il vous plaît. Aristide, qu'il précise, s'il vous plaît, qu'il précise ce qu'il a dit sur ce plateau. Parce que là, si vous parlez de ce plateau, ça veut dire que ça me concerne. Il faut se livrer à Sur la ce plateau, je ne veux pas reprendre ces propos. On considère que c'est faux. Je ne veux pas reprendre ces propos, mais je dis qu'il y a un responsable qui a tenu ces propos sur ce plateau. Maintenant, pour en revenir à votre sujet, sur la question de l'accès à l'électricité. Effectivement, que nous sommes dans une situation où il y a des ruptures d'approvisionnement qui posent des problèmes aux administrations publiques, aux administrations privées et même aux ménages. Et que ces ruptures d'approvisionnement en énergie électrique sont des ruptures d'approvisionnement sévères. Cette situation est due à effectivement un étiage sévère sur le fleuve Dem, sur lequel le barrage de Membele, dont vous parliez tout à l'heure, a été construit. Et ce qui a fait qu'entre décembre et aujourd'hui, on est passé d'une capacité de production de 200 MW à une capacité de production de 35. Donc, dans l'opération, là, on a perdu 175 MW. Environ, oui. Voilà. Mais ça, c'est le fait... On se vantait tout à l'heure d'avoir le second potentiel hydroélectrique d'Afrique. Mais le fait est que lorsque vous mettez tous vos œufs dans l'hydroélectrique, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, vous êtes soumis à ces aléas. Vous pouvez y pallier en construisant des barrages de retenue, mais ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un surcoût. Parce que, à la fin de la journée, qui paye?
c'est le consommateur final. Donc quand vous faites un barrage, ensuite vous faites un barrage de retenue, le coût du kilowatt augmente. Il ne va plus être le même. Parce que la charge, c'est-à-dire le coût du barrage de retenue, va être rajouté. Permettez-vous. Permettez, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Non, c'est faux. Les coûts liés au barrage de retenue vont être rajoutés au coût de production. Maintenant, nous sommes quand même dans un pays où je crois que Eneo a dans sa base à peu près 2 millions de ménages. Vous avez 2400 clients moyenne tension et puis vous avez 10 clients haute tension. Il me semble que en dehors effectivement des saisons sèches, tout le monde a à peu près normalement l'électricité. Quand je dis tout le monde, ceux qui sont connectés au réseau, c'est-à-dire ceux que je viens de citer. Plus les fraudeurs. Parce que dans une ville comme Douala, vous avez de nombreux quartiers où il y a un compteur pour 500 foyers. On appelle ça dans le jargon son loup. Donc vous avez pas mal de gens qui fraudent allègrement à l'électricité. La demande au Cameroun, la demande d'énergie électrique croît de 7,5%. Ce qui signifie que même si quand vous rajoutez les installations, ça ne signifie pas que vous résorbez totalement la demande qui elle-même reste dynamique. Ah non, là je vous interromps parce que c'est pas ce qui transparaît du message du président de la République dont je parlais tout à l'heure. Parce qu'il dit que 2012. Oui, il est en 2012, il dit dans quelques années se dressera ici un barrage alimentant une centrale de 200 MW. Oui. Dans son discours de fin d'année, déjà dans ce discours de Mevele, et également dans son discours de 2004, il indiquait que à échéance, on devrait être capable de produire l'énergie de manière non seulement à couvrir les besoins de consommation nationale, mais à exporter l'énergie dans des pays voisins. Ça veut dire qu'il tient en compte, n'est-ce pas, les perspectives dont vous parlez. Non, mais écoutez, je crois vous avoir dit que lorsque nous sommes en situation normale, c'est-à-dire quand nous ne sommes pas en situation d'étiage, tout le monde, la demande nationale est couverte. Ce qui signifierait en réalité que si aujourd'hui vous rajoutez le potentiel de Nachtigal, vous allez être au-dessus de cette demande. C'est d'ailleurs pour ça que la Banque mondiale est en train de financer un projet d'interconnexion avec le Tchad. Parce qu'une partie de cette énergie-là va être commercialisée au Tchad. Mais le sujet qui nous intéresse ici, c'est ce qui se passe en situation d'étiage. Et ce qui se passe en situation... Parce que lorsque vous écoutez les experts sur la question, ils vous disent que même si aujourd'hui la capacité installée produisait de façon optimale, il y aurait toujours un déficit qui est très important. D'environ 1000 MW même. Les chiffres sont donnés par ces experts. Le déficit en situation normale est de 20 MW. Là, nous sommes à 170. Ce n'est pas... Oui, mais là, on parle d'un barrage précis, on parle de la capacité installée, n'est-ce pas, de tous les barrages qui existent sur le territoire. Non, la capacité installée au Cameroun, ce ne sont pas seulement les barrages. La capacité installée, ce sont les barrages, c'est le thermique et c'est désormais le solaire. Oui, mais avec, bien évidemment, un fort pourcentage de... Oui, l'essentiel aujourd'hui vient de l'hydroélectricité. Mais je crois justement que au plus fort, quand le président fait son discours en 2010-2011, nous sommes aussi à une période où il y a de très importants délestages au Cameroun. Et ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on développe un projet de centrale thermique. Sauf qu'il se trouve qu'aujourd'hui, bon, vous avez vous-même indiqué que Eneo demande 18 milliards par mois pour injecter le coût de cette énergie-là. Il ne vous a pas échappé qu'à chaque fois qu'on fait marcher ces centrales-là, la compensation tarifaire, c'est-à-dire le reste à payer, qui est à la charge de l'État, augmente. Et souvent, à la fin de l'année, on vous dit l'État doit 300 milliards à Eneo. Mais c'est dû au fait qu'on mette en marge ces centrales. Oui, la consommation journalière de l'ensemble des centrales thermiques du réseau interconnecté Sud, Balmayo, Lokbaba, Limbe, Bamena, est évaluée à 810 000 litres pour un coût de 550 millions de francs CFA, soit 16 milliards de francs CFA, donc 16 milliards et demi de francs CFA par mois, sont les chiffres rendus publics par l'économie du Cameroun, le journal de notre confrère Louis Sonana. Vous avez une situation où nous avons deux réseaux, le RIS, réseau interconnecté Sud, et puis le réseau interconnecté Nord. Depuis qu'on a mis en marche les deux champs photovoltaïques, celui de Guidère et celui de Marois, je crois depuis l'année dernière, ils ont moins de soucis de délestage. Malheureusement, nous, effectivement, qui sommes sur le réseau interconnecté Sud, c'est-à-dire les 7 autres régions,
nous faisons toujours face à cette situation-là. Ça ne signifie pas que le gouvernement n'a pas travaillé, parce que si le gouvernement n'avait pas travaillé, entre 2010 et 2020, nous ne serions pas passés de 53% de Camerounais qui sont couverts par l'électricité à 57%. Et je rappelle que le gouvernement cherche des financements pour faire passer notre taux de couverture. Oui, le gouvernement cherche des financements pour faire passer notre taux de couverture de 70% en 2023. Ce sont les sources de l'INS à 100% en 2030. Maintenant, pour en revenir précisément à ce qui fait problème. Le problème dans notre système, c'est que nous sommes trop dépendants de l'hydroélectricité. C'est vrai que nous avons développé le thermique, mais c'est trop coûteux. Et avec les coûts de l'essence actuellement, effectivement, ça pose problème. La solution, c'est peut-être, comme on a commencé à le faire au nord, comme on est en train de le faire à Djoum, de développer des sources alternatives. De sorte que lorsqu'on se retrouve en situation d'étiage, effectivement, qu'on puisse avoir de l'électricité sans que les gens ne soient rationnés. Il y a un problème des choix de politiques économiques. Oui, c'est une question de choix. Je dis, en même temps, en 2010, il ne faut pas faire l'Uchronie. L'Uchronie consiste à juger ce qui s'est fait en 2010 avec les yeux d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les capacités en photovoltaïque sont intéressantes. Est-ce que c'était le cas en 2010? Je ne pense pas. Donc, c'est une avenue que le gouvernement va explorer. Mais je voudrais terminer en précisant simplement quelque chose. Sur la question des délestages, un rapport de la Banque mondiale dit que dans les pays d'Afrique subsaharienne, la moyenne des coupures par semaine est de 80 heures, c'est-à-dire 3 jours, 8 heures. Dans l'ensemble des pays de l'Afrique subsaharienne, y compris l'Afrique du Sud, qui est quand même la première puissance économique africaine, et le Nigeria, où j'ai envoyé un collaborateur récemment, et il me disait, au Nigeria, bon, on ne parle même pas d'énergie électrique parce qu'il n'y en a pas du tout. Et maintenant qu'il y a eu une réévaluation, la baisse des subventions sur le carburant là-bas, ce n'est pas évident pour certains de pouvoir acheter le carburant et faire marcher leur groupe électrogène. Donc ce n'est pas une problématique particulière au Cameroun, et contrairement à ce que j'ai entendu mon estimé Mouno prétendre, ce n'est pas parce que le gouvernement n'a rien fait. C'est une problématique qui est une problématique générale pour l'Afrique subsaharienne, et elle tient à un certain nombre de causes sur lesquelles on reviendra peut-être si vous en avez convenance. Patrick, là, ça me fait penser à ce qu'on observe très souvent dans les quartiers. C'est-à-dire, pardon, Christian. Ça me fait penser à ce qu'on regarde très souvent dans les quartiers, c'est-à-dire que vous êtes chez vous, dès qu'on